Tom Corner, un coin pour les passionnés, c'est un peu le slogan de cette chaîne YouTube. Merci d'être là. Si vous êtes là, c'est que vous êtes un passionné. Et vous le savez, c'est surtout parce qu'on aime partir à la rencontre de passionnés, qu'ils soient pilotes, team manager peut-être aussi parfois ingénieur, bref, des gens qui consacrent leur vie au sport automobile. On a eu l'occasion de faire un premier numéro avec André Lautereur. On vous remercie pour toutes les marques de sympathie que vous nous avez envoyées par après. Ce sont vos encouragements qui nous poussent effectivement. Puis vous savez comment faire, hein. Vous commentez, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez. Et c'est grâce à vous et c'est pour vous que cette émission Carte Control existe, avec un invité aujourd'hui qui a différentes facettes. Ça va être particulièrement intéressant. Il a été pilote, bien sûr, manager de pilote, mais il est surtout peut-être avant tout journaliste. Bonjour Stéphane Lemray. Bonjour Thomas. Merci Stéphane Lemray d'être avec nous. C'est parti pour l'émission Carte Control. Et on se retrouve effectivement avec Stéphane dans un endroit, Exhype, que tu connais. Stéphane, c'est toi qui as eu l'idée en fait et qui m'a demandé en disant si on fait l'interview, j'aimerais le faire là. Pourquoi ? Mais parce que je trouvais que le cadre était sympa et lié à l'automobile. Et puis c'est vrai que je viens assez souvent ici pour un peu m'entraîner et surtout m'amuser et puis parfois coacher des très jeunes pilotes. Donc voilà, je me sens bien ici, c'est dans ma région et voilà, donc bienvenue. Nous sommes entourés de simulateurs. Je ne t'imaginais pas en pilote de simulateur, figure-toi. Eh bien, j'étais vraiment pas convaincu, bien que j'ai appris certaines choses dans le passé déjà. Je me rappelle avec la BMW Z4 GT3, j'avais été m'entraîner en Hollande et j'avais appris quand même certains petits trucs, notamment au niveau de l'utilisation des freins. J'ai jamais été un grand fan de simulateurs, mais récemment, je me suis entraîné pour rouler en LMP3 avant de partir à Sepang. Series. Et je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment aidé. Donc voilà, je venais plutôt ici pour m'amuser ou pour coacher des enfants, un enfant en particulier. Et en fait, je me suis rendu compte que ça aidait vraiment, et notamment au niveau de la perception visuelle de la vitesse de passage en virage. Parce que en LMP3 à Sepang, c'est des grandes courbes rapides, donc moi j'ai pas du tout l'habitude du proto, et donc visuellement, quand je me suis retrouvé dans le proto lors des premiers essais à Sepang, je me suis retrouvé comme dans le simulateur, ma vision et donc mon cerveau était déjà habitué il savait qu'il fallait passer à ces vitesses-là. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Après, en technique, évidemment, ça demande un peu de mise au point. Chaque voiture, chaque circuit, il faut adapter le pédalier, etc. Donc, ce n'est pas toujours hyper réaliste techniquement, mais c'est possible de le rendre réaliste techniquement. Mais comme je ne connaissais pas la LMP3 avant de rouler ici au simulateur, forcément, je ne savais pas comment il fallait régler le simulateur. Maintenant, je saurais mieux le faire. Comme quoi, le simulateur n'est pas réservé que pour les jeunes pilotes. Alors justement, on en vient à l'ouverture traditionnelle. Stéphane, en 2 minutes à peu près, alors on ne va pas lancer le chrono, mais presque, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu finalement quel a été ton parcours de vie, comment tu en es arrivé là ? En fait, j'ai un petit regret dans ma vie, c'est de ne pas avoir fait de karting. Parce que quand j'avais 14-15 ans, j'ai dit à mes parents « Oh, j'aimerais bien faire du karting ». Et ils n'ont même pas écouté, et ils ont dit tout de suite « Oui, c'est ça, allez, va faire tes devoirs ». Et j'étais un peu timide, donc j'ai pas assez insisté à l'époque. Et donc j'ai commencé à rouler vraiment sur le tard à 20 ans. Il y a un peu plus de 30 ans. Il y a un peu plus de 30 ans, oui. J'ai fêté mes 30 ans de course il y a 6 mois. Oui, ça c'est un petit regret parce que je me dis que si j'avais commencé par le karting à 14-15 ans, à l'époque on commençait rarement plus tôt que ça. Mais enfin là, c'est sûr que les années karting m'ont manqué. Et ce qui est amusant, c'est qu'au début de ma carrière, en fait, chaque fois je suis arrivé un petit peu trop tard. À 1 an ou 2 près, j'aurais certainement pu devenir professionnel, notamment à l'époque du Procar. À la fin des années 90, il y avait quand même beaucoup de pilotes qui étaient bien payés pour faire ça. Moi, je suis chaque fois arrivé un petit peu trop tard, donc voilà. Mais c'est pas grave. En fait, je dis toujours que j'aurais peut-être été un pilote professionnel malheureux, et là, je suis un pilote amateur heureux, donc tout va bien. Bon, alors sur le plan sportif, sur la partie pilote, tu as notamment, donc tu avais commencé par le Peugeot 106 Trophy, je me souviens bien, c'est ça, 1994, on t'a vu beaucoup en Procar, on t'a vu sur des Mégane dans le Belgian Touring Car Series, champion du TCR Benelux 2016, la première année du TCR Benelux avec une Honda.
Qu'est-ce qu'on peut encore dire de toi? Le GT4 évidemment, avec le vice-champion de France de GT4. Tu as été vice-champion d'Europe de GT4 aussi. Oui, tout à fait. Tu as roulé en GT3, enfin tu as 23 participations aux 24 heures de Spa. 23 quelque chose participations. comme ça, 4 podiums. 4 podiums, dont 3 deuxièmes places au général. Donc oui, et une victoire en Pro-Am et une victoire en AM. Donc voilà, c'est souvent ça que je dis quand on me demande ce que je fais. Je dis je fais des courses genre 24 heures de Spa-Francorchamps, et d'ailleurs je les ai faites 23 fois, et voilà. C'est un peu la carte de visite, les 24 heures de Spa, même si curieusement c'est pas la course que j'ai préféré faire, et voilà, en fait les 24 heures de Spa m'ont été très utiles dans ma carrière. C'est ça qui m'a souvent permis de trouver des budgets pour faire des saisons ou des saisons partielles. Donc les 24 heures m'ont été utiles, mais je ne suis pas absolument on en reparlera peut-être effectivement. Fou amoureux de rouler aux 24 heures. J'adore l'ambiance qu'il y a, la parade, etc. Mais franchement, moi en fait j'ai un gros problème, c'est que j'aime bien dormir. Et donc chaque année quand je sur une course de 24 heures, c'est pas terrible pour dormir. Chaque année quand je fais les 24 heures de Spa, c'est vraiment le pire moment, c'est quand on me réveille à 3 heures du matin pour aller prendre le relais. J'ai vraiment beaucoup de mal, et c'est vraiment un problème. Ça me pose vraiment problème. Et donc après 23 fois, voilà, je les ferai certainement une 24e fois, puisque ce serait bête de s'arrêter à 23 sur une course de 24 heures, mais il va falloir que je prenne sur moi pour me lever la nuit de nouveau. Et ça, c'est voilà, Stéphane aimerait négocier un volant pour les 24 heures, mais il s'arrête à 22 heures et il recommence à 6. Tu sais, j'ai eu un équipier au moins 2 fois aux 24 heures de Spa, c'était Miguel Ramos sur les Maserati qui n'aimait pas rouler la nuit. Et il ne roulait pas la nuit parce qu'il avait un problème de vision de nuit, donc on faisait la nuit à 3. C'est peut-être ça qui m'a dégoûté de la nuit aux 24 heures, d'ailleurs, parce que je roulais un peu trop. Et en dehors de ta carrière de pilote, bon, je crois qu'on va dépasser les 2 minutes, tu exploses le compteur en présentation, mais c'est pas grave, parce qu'il y a tous les autres volets. Donc tu es journaliste, tu es notamment le propriétaire du magazine Autotrend, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu organises, donc journaliste dans la presse automobile de manière générale, et pas que le sport auto, c'est important. Tu organises le concours, en tout cas tu participes dans le concours de la voiture de l'année. Tu fais beaucoup d'autres choses en dehors de la carrière de pilote. Oui, c'est vrai que c'est amusant, parce que je fais quand même, cette année, je vais faire un programme de 3, 4, voire 5 programmes sportifs. Donc beaucoup de gens croient que c'est mon activité principale. En fait non, c'est vraiment le sport auto reste un loisir. Et donc oui, je gère quand même une société avec pas mal de boulot. Et puis oui, je m'occupe un petit peu aussi, tu as dit en introduction que j'étais aussi manager. C'est pas une activité très importante, mais enfin, plus, c'est vrai que mes semaines sont bien occupées. Bon, tu connais ceci, on a des cartes, parce que c'est un peu le principe. Les pilotes ont du cart control, mais nous, on aimerait bien savoir s'ils ont du cart control. C'est parti pour cart control. Voilà, alors effectivement, le principe, c'est que je vais t'ouvrir les questions en éventail. Alors pour ceux qui nous suivent éventuellement en podcast, vous allez pouvoir entendre. Le principe, c'est que Stéphane, tu dois lire forcément la question à haute voix. Et on a les questions en éventail, donc c'est toi qui, de manière inconsciente, puisque tu ne connais pas les questions, mais va pouvoir finalement orienter la discussion. C'est pas mal ça, non? L'éventail, c'est bien, je travaille pour le magazine L'Éventail aussi. Ah, aussi. C'est moi qui fais la rubrique auto. C'était pas fait exprès. Voilà. Allons-y, première question. Mon plus grand défi en sport automobile, c'est peut-être… Passé ou futur, hein, peu importe, mais… Ou présent. Oui, non, il y a eu en fait, les fois où j'ai vraiment dû… non, il y a plein de fois en fait où j'ai vraiment dû prendre sur moi et surmonter un peu mon inquiétude. Il faut savoir que moi, je suis venu effectivement, comme tu le disais, je viens de la coupe Peugeot 106, puis la coupe Mégane, la coupe Clio, etc. J'ai commencé avec des petites voitures. Donc moi, quand on me met dans une grosse GT ou dans un prototype, j'ai dû monter step by step. Et donc, le premier souvenir évidemment qui me vient à l'esprit, c'est de rouler en proto à Sepang ici au mois de décembre. C'était vraiment un des plus gros défis de ma carrière. Et d'ailleurs, j'ai failli, j'ai pas failli abandonner et renoncer parce que ça n'aurait pas été correct vis-à-vis des gens à qui j'avais dit oui. Mais quand je me suis rendu compte de ce que j'allais devoir faire physiquement, j'étais vraiment inquiet. C'est Amato Ferrari qui m'a appelé pour me demander de faire un remplacement dernière minute. J'étais pas prêt physiquement, j'ai jamais roulé en proto de ma vie quasiment. Et Sepang, j'avais déjà roulé, mais je me souvenais même pas du circuit et c'est très dur physiquement. Donc
c'était un défi gigantesque. Et ce qui est absolument dingue, c'est que c'était un défi fou. J'avais vraiment peur de mal faire et de m'être engagé à la légère. Je crois que tu as plutôt bien fait finalement. Et finalement, j'ai fait les 2 pôles et on a gagné les 2 courses. Donc ça c'est vraiment dingue. Et c'était un des plus gros défis de ma carrière. Mais il y a eu des défis incroyables aussi. Hein. Je veux dire, je me souviens, la première fois que j'ai roulé avec une GT1, c'était à Brno en 2004 pour préparer les 24 heures de Spa. J'ai débarqué à Brno pour rouler en Viper GT1 chez Zwans Racing. J'avais jamais. C'est quand tu faisais équipe avec Fanny Duchâteau et Marc Duet, c'est ça notamment? Oui, aux 24 heures après, oui. Mais là, je faisais équipe avec, je ne sais plus, Christophe Bouchu et Valie Lebrun ou quelque chose comme ça. Et donc, je me retrouve à Brno dans une voiture de 650 chevaux alors que je venais de la Coupe Clio, quoi. Et mon premier run, j'étais à 10 secondes. Waouh, ça fait mal ça. J'étais à 10 secondes. Et je voyais la tête de mes équipiers désespérés, quoi, en se disant c'est quoi ce pingouin qui débarque ici allez, retourne en Clio, c'est bon, va t'amuser, quoi. Et puis j'ai travaillé tout le week-end et finalement j'étais très correct. Je n'ai pas fait les meilleurs temps, mais c'était tout à fait correct, genre à 1 seconde, un truc comme ça. Et je me souviens avoir crié dans la voiture, donc j'avais une voiture de location, et pour retourner à l'aéroport de Vienne, je me souviens avoir crié dans la voiture en disant waouh, je l'ai fait, quoi, tout seul dans la voiture. Un premier défi. C'est des défis de dingue, quoi. Et voilà, il y en a comme ça. Et comme quand on se retrouve chez Proton Compétition aux 24 heures du Mans en 2017, où je me rends compte qu'en fait, Christian Ried, qui m'avait pris comme pilote silver pour la voiture, pensait que j'avais déjà fait les 24 heures du Mans. Et c'était pas le cas? Non, c'était pas le cas. Ouais. Je connaissais à peine le circuit, j'avais jamais fait les 24 heures du Mans. Donc quand je me suis rendu compte qu'il m'avait pris comme un pilote expérimenté alors que je ne l'étais pas du tout, ça a été aussi un peu un choc. Coup de pression. C'était aussi un gros défi les 24 heures du Mans. Malheureusement, ça s'est mal passé, puisqu'on a abandonné avant que je roule. Mais voilà, je regrette même pas de l'avoir fait parce que c'était quand même une belle expérience. Allez, parfait. On passe à la question suivante. Au milieu. Hop là. Le jour qui a changé ma vie. Alors là, là je vais remonter au tout début, en 1994, Coupe Peugeot 106. Je fais vraiment une course comme ça. Peugeot avait du mal à louer les voitures à l'époque, hein, donc ils avaient un peu cassé les prix. Moi, quand ils ont annoncé qu'ils cassaient les prix, j'étais présent en tant que journaliste. Donc j'ai dit, ok, moi, à ce prix-là, je prends. C'était 60 000 francs belges, donc 1 500 € pour la course. Donc, voilà. Vraiment pas très cher, oui. J'avais que 20 ans et je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais enfin, j'ai dit je ne partirai pas en vacances cette année-là si je ne trouve pas le budget. Et puis, voilà, donc je me suis retrouvé à Zolder pour ma première course. Mais je n'avais absolument aucune idée d'où j'allais me situer. Pour l'anecdote, je roulais avec Stéphane de Groot. Et pour me montrer comment fonctionnait la Peugeot 106, le vendredi aux essais libres, il m'a pris dans la voiture comme passager, mais sans siège. Donc je suis monté à côté de Stéphane de Groot en essai libre à Zolder, en Procar. Sans être harnaché. En me tenant aux arceaux. C'est une autre époque, hein. C'est un truc de fou. Hein. Aujourd'hui, on fait ça, mais je crois qu'on nous... Tu vas en prison. On nous met, oui. Presque. Un truc de fou. Donc voilà, Stéphane m'avait montré comment ça marchait. J'avais pris un cours de pilotage chez Mac Van Hooydonk quelques mois avant. Et voilà, et donc aux essais qualifs, je ne savais même pas que c'était des essais qualifs d'ailleurs, c'est parce que Stéphane de Groot était parti à Bruxelles, il m'avait dit écoute tu te débrouilles, mais de toute façon c'est des essais libres donc fais pas le fou. Et donc première fois que je roule avec la 106 c'est en qualif, et je croyais que c'était des libres, et je voyais que ça allait pas trop mal, puis je croise mon frère dans le paddock et il vient avec la feuille des temps et il me dit c'est pas mal, sur 10 t'es avant-dernier, allez... c'est pas mal, au moins t'es pas dernier. Je dis oui, pour une première expérience, être avant-dernier, c'est bien. Et puis en fait c'était pas vrai, j'étais deuxième. Wow. J'étais deuxième, je me suis qualifié deuxième pour la toute première course en Peugeot 106, mais à l'époque, il y avait quand même un certain niveau, il y avait les jeux, Bouvy, etc. Donc tu avais un certain talent de base. Oui, voilà. Et donc c'est sans doute ce jour-là, c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que tu pourrais peut-être être pilote, en plus d'être journaliste, tu pourrais peut-être donc être on va dire c'est cette séance qualif qui a changé ma vie parce qu'avant je ne savais pas que j'allais pouvoir être pilote, et puis là je me suis dit là il y a peut-être quelque chose à jouer, et d'ailleurs effectivement suite à cette performance en 94, j'ai juste fait une course en 94, mais ça m'a permis de trouver des sponsors pour faire toute la saison en 95, et voilà, ça a motivé notamment mon père. En fait mon père était journaliste à l'RTBF,
Donc il avait un gros carnet d'adresses. Et donc quand il a vu que, parce que moi je m'étais engagé à cette course contre son avis, il m'a dit mais t'es fou, c'est n'importe quoi. Et puis bon, quand il a vu que je m'étais bien qualifié, que j'étais performant, j'ai fait le meilleur tour en course je crois. Quand il a vu ça, il a dit bon allez je vais t'aider, et il a ouvert son carnet d'adresses. Et c'est comme ça que ça on a change trouvé, la on a suite. trouvé des sponsors. Et ça fait 30 ans que ça dure. Vas-y, on change, on passe à une question suivante. Un autre métier que j'aurais aimé faire, déjà j'en ai, moi en sport auto, j'en ai plusieurs des métiers, donc c'est déjà pas mal. Disons que le métier que j'aurais aimé faire, c'est pilote automobile. J'aurais aimé être pilote professionnel, mais voilà, je vais me répéter, mais il vaut mieux être amateur ou semi-pro heureux que pro malheureux, donc ça me va très bien comme ça. Non, sinon pour partir dans tout à fait autre chose, un métier que j'aurais éventuellement aimé faire, c'est kiné. Ah ouais. Je trouve que c'est sympa, j'aime bien. Je trouve que souvent les kinés sont des gens assez sympas avec qui on peut avoir des chouettes discussions. Et voilà, kiné, ostéo, voilà, dans ce domaine-là, c'est. Ouais. Médecine manuelle entre. Sinon, quand j'étais gamin, j'écoutais Les routiers sont sympas de Max Meignier à la radio. Et je me voyais bien chauffeur routier. Ah, je croyais que tu allais dire animateur radio. Non, chauffeur routier. Je me voyais bien sillonner l'Europe avec un gros camion. Pas mal. Question suivante. Ma plus belle course. Oh là 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 là. Je crois, j'ai calculé récemment à peu près combien de courses j'avais fait. Je crois que j'en ai fait 800 à peu près dans ma vie. Waouh. Donc ma plus belle course, c'est difficile à dire. Oui, allez. À part les courses en LMP3, mais ça, comme elles sont récentes, voilà, c'est peut-être pour ça que je pense à celle-là. Mais je pense quand même que quand je serai plus vieux, je me souviendrai de ce week-end à Sepang en LMP3 en Asian Le Mans Series. Mais ma plus belle course, je pense, là où j'ai été vraiment le plus compétitif et le plus proche des pros et de ce qu'il faut vraiment faire, c'est les 24 heures de Spa 2015, quand on gagne en pro. Avec la Ferrari, avec Alessandro Pierguidi. Voilà. Et quoi, Pasina Touras, c'est ça ? Gian-Maria Bruni. Donc Bruni, Pierguidi et Pasina Touras. Je pense que j'avais un rythme de dingue et voilà, c'est sans doute là que j'ai été le meilleur. Et pourtant, l'année suivante, je pense que j'étais encore meilleur parce que j'ai refait les 24 heures de Spa sur une Ferrari 458 et sur la Kaspersky. Et là, j'étais vraiment fier de mon tour qualif parce que j'aurais dû être la seule Ferrari en Superpole. Il y avait déjà des 488, moi j'étais encore en 458. Et je fais le 19e temps des essais. Donc j'aurais dû être en Superpole puisque j'étais dans le top 20, sauf que mon équipier russe a fait 2 ou 3 track limits en haut du raidillon. Et du coup, ils ont annulé tous les temps de la voiture. Sinon, on aurait été en Superpole. Donc voilà. C'est une belle période, en tout cas, cette période-là pour toi. C'est la période où j'ai été le plus compétitif à haut niveau. Ouais. Je pense que je suis meilleur aujourd'hui, mais ça se voit moins parce que je suis en GT4 et que voilà, le niveau… mais je pense que si je remontais maintenant, si je refaisais une saison en GT3 comme j'ai fait avec la Ferrari à l'époque, je serais sans doute encore mieux. Parce que j'ai encore beaucoup appris depuis, au contact notamment de Charlie Bourrachot, le patron de CMR, dont on parlera certainement plus tard, mais avec Charlie, j'ai encore progressé. Ouais. Ouais, on apprend tout le temps. Ouais. Question suivante, Stéphane. Un souvenir marquant de mon enfance. Comme on parle voiture, évidemment, je suis là-dedans. Et puis en plus, j'ai une très 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 mauvaise mémoire. Donc j'ai vraiment très très peu de souvenirs d'enfance. Donc la question est un peu piège pour moi. Tu peux jouer un joker. Ouais, non, mais j'ai… Ouais. T'as pas un truc qui te marque particulier? Non, je me souviens très bien de mes débuts de conducteur, voilà, mais on tourne toujours autour de l'automobile. Mais en même temps, pour moi, l'automobile, c'est tout, quoi. Je ne me verrais pas vivre sans automobile, quoi. Voilà, donc, oui, j'ai appris à conduire sur une camionnette Citroën 2 chevaux. Et voilà, je me souviens, mon père qui m'apprend à utiliser l'embrayage. Et voilà, c'est marrant parce que j'ai vraiment très très peu de souvenirs d'enfance, mais les souvenirs où j'ai roulé à moto, où j'ai conduit une voiture pour la première fois et tout, ça je m'en souviens. Ouais. C'est dans l'ADN. Ouais. Je me souviens que on change de question alors. Ok. Vas-y. Le choix le plus difficile de ma vie. Mais on parle voiture ou on parle… Ah écoute, c'est open bar.
ça peut être un choix qui est lié au professionnel ou Le choix le plus... un choix en tout cas que tu peux nous raconter évidemment. Le choix le plus bas, je ne vais pas rentrer dans les détails ni dans les noms des personnes, mais un jour j'ai dû choisir entre deux femmes et voilà, c'était ça. Ça c'était très, très difficile. Voilà, je pense que j'aimais deux femmes à la fois et un jour il y en a une des deux qui m'a mis un ultimatum et qui m'a dit tu dois choisir, tu as 48 heures pour choisir. Et moi qui suis balance, enfin pardon, je suis vierge mais ascendant balance et très balance, ça a été très difficile. Voilà. Ouais. Sinon, ce sont des histoires humaines, mais c'est ça le principe aussi. Et sinon, pour revenir à la course, j'ai dû choisir un jour entre rouler chez ProSpeed Competition en GT2 et rouler sur une saline en GT1. C'était un choix difficile. J'ai fait le choix du cœur en choisissant la saline. C'était peut-être pas le meilleur choix de ma carrière. On est quoi là, 24 heures quoi, 2005, 6 dans ces eaux-là? Non, on est plus tard, on est 2009. Ah oui, ok. Oui, pour la saison 2009. Parce que j'avais roulé chez ProSpeed en GT3 en 2008 et il m'avait fait une proposition pour le GT2 en 2009 et je suis parti pour aller rouler sur une saline d'un team autrichien qui était pas le meilleur. Ça commençait par un K? Non, non, allez, on continue. Je ne sais plus, je ne sais même plus comment ça s'appelait. Question suivante, allez vas-y. Ce que je n'ai jamais osé dire mais que je vais dire aujourd'hui. Oula. C'est marrant toi. Je vais... Pas de chance parce que t'en tires deux d'affilée là. Oui, je viens d'en dire déjà des... Bah, tu as peut-être déjà dit, hein, mais... Ce que je n'ai jamais osé dire, mais que je vais dire aujourd'hui. En fait, je parle trop, moi. Donc, il n'y a pas vraiment un truc... je pense pas qu'il y ait un truc que j'ai vraiment jamais dit. C'est une de tes traits de caractère. Ouais. Et, ouais. C'est une des raisons pour lesquelles on en a déjà parlé, mais je t'apprécie aussi beaucoup, c'est qu'on sait ce que tu penses. En général, tu as tendance à dire. Oui, et ça m'est parfois reproché, mais en même temps, voilà, je suis comme ça. Je suis comme ça, et c'est certainement mon côté journaliste. C'est vrai que ça m'a sans doute joué des tours au niveau de ma carrière de pilote, parce que mon côté journaliste fait que j'aime pas les non-dits, les mensonges, les cachotteries, les trucs. J'aime bien que les pilotes se lâchent un peu, soit interview langue de bois, je veux dire, ben voilà, ben tiens, là je vais t'en dire une. Je déteste interviewer un Stoffel Vandoorne par exemple. C'est épouvantable. Et donc moi quand on m'interviewe... En tant que journaliste là. Oui, voilà. Donc moi quand on m'interviewe ou quand on me pose des questions, ben, je suis cash et je dis ce que je pense. Alors avec l'âge, je me suis peut-être un petit peu calmé, mais il n'y a pas des trucs que j'ai vraiment D'accord. Bah, tu l'as dit, tu as répondu à la question finalement. Tu n'aimes pas interviewer des questions, en tout cas des pilotes qui ont la langue de bois. Oui, voilà. C'est déjà un bon point. On continue les questions. Allez, pour une fois, je prends au bord. J'ai encore un grand rêve à réaliser, lequel? Rouler en course aux 24 heures du Mans. Ouais, c'est pas mal. Donc on rappelle, Stéphane a pris part aux 24 heures du Mans 2017. Et puis ta Porsche se fait accrocher après quoi, 1h20, quelque chose comme ça, enfin très très tôt en tout cas dans la course, et donc tu n'as même pas eu le temps de prendre le volant. Oui, par effectivement mon équipier Khaled Al-Koubaïzi, qu'on avait décidé de mettre au départ parce que c'était le pilote bronze et que c'était techniquement logique. Malheureusement, il s'est fait accrocher par le très sympathique Rusinov, qui avait fait un tête à queue en LMP2 avant et qui donc devait rattraper le temps perdu et qui, pour rattraper le temps perdu, a poussé Khaled à l'entrée des S-Porsche et a détruit notre voiture. C'est vraiment le moment le plus dur de ma carrière, quand j'ai su qu'on ne repartait pas, parce qu'il a quand même réussi à ramener la voiture au stand, mais l'ingénieur Porsche a dit que le châssis était plié, donc on ne pouvait pas repartir. Déception énorme, parce qu'évidemment, on imagine déjà en tant que pilote semi-professionnel ou amateur comme tu es, Le Mans, c'est quand même... Ça faisait 10 ans que j'en rêvais, que j'y travaillais. J'avais enfin atteint ce but. Ça m'a quand même coûté beaucoup d'argent aussi parce que j'ai une personne bien connue dans le sport automobile qui m'avait promis qu'il avait un sponsor et que c'est lui qui m'a entraîné dans cette aventure. Et puis finalement, il n'a rien trouvé du tout. Donc ça a été, c'est à peu près la seule course de ma vie qui m'a coûté de l'argent, en tout cas beaucoup d'argent. Donc voilà, tout ça, le rêve de 10 ans, l'énergie pour le faire, l'implication que ça demande. Donc voilà, ça a été très très dur et j'avoue, ça je ne l'ai peut-être jamais dit, en tout cas face à une caméra, mais quand j'ai su qu'on abandonnait, je suis parti au fond du stand et
versé quelques larmes au fond Il y du a de stand quoi. parce que c'était vraiment dur. Et c'est clairement le moment le plus dur de ma carrière. Donc, un grand rêve à réaliser, bah oui, bah voilà, refaire les 24 heures du Mans, mais cette fois au moins rouler en course et pourquoi pas finir la course si par miracle, pour une fois, j'ai un peu de chance. Parfait, Stéphane. On continue. Regarde, il y a encore pas mal de questions. Donc, allons-y. Celle-là, elle me tente. Ah, allez, spécialement pour moi alors. Vas-y. Plutôt journaliste ou plutôt pilote? Oui. Oh, On dit souvent, finalement, Stéphane Lemeret, le pilote journaliste. Oui. Alors, disons que j'étais prêt, et je suis toujours prêt à sacrifier beaucoup de choses pour être pilote. Donc, je pense quand même plutôt pilote que Plus journaliste. pilote dans l'âme. Mais bon, c'est quand même le journalisme et maintenant mon métier d'éditeur qui me fait vivre. Hein. Je n'ai jamais vécu de la course. Donc, voilà, financièrement journaliste et de cœur pilote. Finalement, j'aurais presque pu m'attendre à cette réponse. Question suivante, Stéphane. La voiture électrique, avenir ou pas? Oui, avenir, clairement. Et là, on peut parler, parce que je parle aussi bien de sport que de la voiture de série. Ah, on rappelle ouais. donc que toi, tu es au sens large. Ouais, Il y a la voiture électrique dont on parle beaucoup dans le monde de l'automobile. Tu es journaliste automobile au sens large. Et puis dans le sport auto, qu'est-ce que tu... Voiture électrique en sport auto, avenir ou pas? Non, pas avenir. Parce que si le sport automobile devient électrique, full électrique, le sport automobile n'a pas beaucoup d'avenir. Donc non. D'accord. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de sport automobile s'il n'y a plus que du sport automobile électrique. Mais ça passionnera forcément beaucoup moins de monde. On le voit bien avec la Formule E. Ils ont beau faire tous les efforts et plein de choses pour passionner les gens, ça ne marche pas et ça ne marchera, je pense, jamais. Donc voilà. Après, la voiture électrique, avenir, bah oui, malheureusement, oui. Malheureusement, c'est l'avenir de l'automobile mondiale. J'espère que l'Europe va revenir en arrière sur la limite de 2035 pour le full électrique. Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent électrique oui, mais que électrique non? Exactement. Moi, voilà. Il y a des bonnes utilisations, parce qu'on ne peut pas, pour reprendre une bonne expression, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des bonnes choses dans la voiture électrique quand même, ou pas? Pas grand-chose. Pour moi, il y a une seule bonne chose dans la voiture électrique, c'est la dépollution des centres-villes. C'est-à-dire que pour moi, Pour la qualité de l'air. Pour moi, si un jour on dit que Bruxelles n'est ouvert qu'aux voitures électriques, je le comprendrai et ce sera une bonne chose. On respirera mieux, il y aura moins de bruit. Donc voilà, voiture électrique pour la ville. Pour le reste, non, pas du tout, parce que voilà, le débat est beaucoup trop long. Oui, on ne va pas rentrer dedans, c'était juste à faire. Mais pour répondre, voilà, voiture électrique, oui, avenir, malheureusement. Voilà, on vous avait dit qu'il ne tournait pas autour du pot, hein, pourtant. La question suivante concerne... Une personne qui a joué un rôle clé dans ma vie. C'est marrant parce que j'ai envie de parler de mon père, parce qu'on a parlé tout à l'heure de mes débuts et c'est amusant parce que mon père n'était pas un père très présent, c'était un père à l'ancienne qui déléguait plutôt le travail de parents Il n'est plus là aujourd'hui ? à ma mère. Non, il n'est plus là depuis 5-6 ans. Mon père s'est jamais beaucoup occupé de moi, ni enfant ni adulte. Par contre, il s'est occupé de moi pendant 3 ans. Les trois années pour me lancer dans le sport automobile, c'est lui qui a trouvé mes premiers sponsors. Malheureusement, donc 95, 96 et début 97, il était là sur les courses pour me soutenir et il était très motivé. Il venait avec mes frères et tout, c'était sympa. Et puis il a eu un problème cardiaque en 97, en cours de saison. Et donc à partir de là, son médecin lui a dit qu'il fallait plus qu'il aille aux courses parce que ça le stressait trop de venir me voir rouler. Donc il a été présent dans ma vie vraiment très intensivement. J'allais le voir plusieurs fois par semaine pour chercher des sponsors avec lui. On passait des après-midi entières à téléphoner. Et donc voilà, il a joué un rôle clé dans ma vie de pilote et dans ma carrière de pilote. Sans lui, j'aurais jamais pu rouler. Autant en tout cas, puisque c'est grâce à lui que j'ai trouvé des sponsors. D'ailleurs, c'est marrant, pour la toute première course de ma vie,
il avait trouvé un sponsor qui lui a dit oui, je paye la moitié de la course, donc la moitié des 1 500 € dont je parlais tout à l'heure, enfin 60 000 francs belges. Mais surtout, vous ne mettez pas un autocollant sur la voiture. C'était une très très grosse société belge qui voulait surtout pas qu'on sache qu'elle me sponsorisait. Bon allez, je peux le dire. Ah, ça, voilà, ce que j'ai jamais dit à personne, c'était Deleuze. C'était Deleuze. Mais n'appelez pas Deleuze, hein, c'était il y a 35 ans, c'est pas la peine de les embêter. Hein. Ils ne sponsoriseront plus aujourd'hui. Non, 30 ans, pardon. On change de question. Manager de pilote, la bonne planque. Ah non, alors là, mais certainement pas. La question était volontairement Il est fou. orientée. Tu es fou, quoi. C'est un métier très, très, très compliqué. Oui, je le sais, c'était clairement la question. Ça, c'est... Ouais, franchement, vouloir manager un pilote... Parce qu'on croit... Non, mais il y en a qui peuvent se dire. Alors, il y a des exemples, il y en a plein. Il y a Willy Weber avec Michael Schumacher, il y en a plein où on se dit, mais manager, en fait, quand ils ont bien bossé, ils prennent l'argent et c'est facile. Oui. Je crois que toi, tu as essayé de l'être pour plusieurs pilotes. J'ai pas essayé de l'être pour plusieurs Enfin, où pilotes. tu l'as été, pardon. En fait, c'est marrant parce que j'ai jamais voulu l'être, j'y ai jamais pensé. Le premier qui m'a demandé de l'aide concrètement, c'est Ulysse, enfin les parents d'Ulysse. Ulysse de Pau. Ulysse de Pau, pardon, oui, ce sont puisque ses parents sont des amis de 35 ans, voire plus. Donc j'ai fait ça pour aider les parents qui n'y connaissaient rien, et voilà. Et puis je me suis pris au jeu, et puis j'ai même sponsorisé un petit peu Ulysse avec ma société. Donc à ce moment-là, j'ai quand même fait signer un contrat de management parce que je dis bon, bah voilà, si un jour il devient très riche grâce au sport auto, ce serait quand même bien qu'il me renvoie l'ascenseur et que je prenne un petit pourcentage sur ce qu'il gagnera plus tard. Ce qui est souvent le principe des managers. Oui, voilà. Et puis, comme j'ai quand même fait du bon boulot visiblement avec Ulysse, même si aujourd'hui il y a un gros creux, mais j'ai quand même réussi à le porter très haut. Il a quand même été payé pour faire le WEC et le LMS, ce qui est quand même assez étonnant à 21 ans. Donc je pense que j'ai fait du bon boulot. Du coup, j'ai plein de gens qui sont venus me demander « Ah ouais, toi, ouais, tu pourrais m'aider, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Du coup, bon, au début, je donnais des conseils comme ça, mais ça commençait à me prendre de plus en plus de temps parce que 1, 2, 3, 4, 5 paires de pilotes qui t'appellent une fois par semaine, finalement, je passais des heures et des heures à donner des conseils au téléphone. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a peut-être un business à faire. En plus, je vois arriver quand même petit à petit la fin de ma carrière de pilote. Un jour ou l'autre, j'irai moins vite, donc j'arrêterai. Ce serait une manière pour toi de rester dedans aussi. Voilà, ça pourrait être une reconversion dans le milieu des circuits. Mais en fait, à partir du moment où j'ai voulu le faire de manière professionnelle, j'ai plus de demandes. Ça, c'est compliqué aussi. C'est bizarre, hein, quand même. Ouais. Donc voilà, en fait, les gens, ils aiment bien demander des conseils, mais une fois qu'on commence à parler de faire un contrat de management, oh oui, non, on va se débrouiller sans toi. Donc c'est très bien. En même temps, c'est pratique parce que ça me fait perdre moins de temps. Voilà, c'était donc pas une bonne planque. Pas du tout. On continue avec la question suivante. En plus, c'est extrêmement compliqué avec les pilotes parce que voilà, les jeunes, ils sont parfois difficiles à manager, justement. Intéressant. Ce n'était pas une bonne planque. Ah, vas-y. Si je pouvais vivre à une autre époque, je choisirais... alors là, clairement, j'aurais vraiment aimé grandir dans les années 60. En fait, comme mes parents, j'aurais aimé naître à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et être adolescent dans les années 60 quand on ne se posait pas de questions, que tout allait bien, qu'on était sûr que c'était parti vers des dizaines d'années de bonheur. Période dorée, oui. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vrai que... Ils ont quand même vécu... Toi, tu es né en 73, c'est ça? En 73. Ouais, donc tu es né juste derrière. Je suis né l'année de la première crise pétrolière. Ouais. Donc voilà. Moment où le monde se réveille différemment. Parce qu'on parle souvent des 30 glorieuses, mais en fait, c'est pas 30 ans, les 30 glorieuses, c'est à peine 20 ans. Hein. C'est, on va dire, de 53 à 73, quoi. À peu près, Parce qu'avant 53, c'était quand même la reconstruction après la guerre. Et à partir de 73, première crise pétrolière, et puis de crise en crise, et voilà. Donc voilà, j'aurais aimé grandir. Années 60, ouais. Ouais, années 60. On continue dans les questions. Tu pars de l'autre côté. Ouais. Si j'avais voulu te... Non, c'est pas vrai. Je précise quand même que c'est tout à fait aléatoire. Comment développer le sport auto au niveau semi-professionnel? Alors ça, c'est un vaste débat. Qu'est-ce que tu appelles semi-professionnel? En fait, je me dis, finalement, les championnats où toi, tu roules aujourd'hui, principalement, GT4, qui sont GT4, éventuellement European Le Mans Series, TCR, effectivement, ce genre de championnat. Donc on a aujourd'hui, il y a eu l'effet Netflix pour la Formule 1, je crois que tu es bien placé pour le savoir, il y a un engouement pour les disciplines phares du sport auto, je pense la F1, le WEC avec les 24 heures du Mans.
Et puis c'est vrai que sur ce qui est le niveau entre guillemets semi-professionnel, est-ce que tu as des idées ou des choses où tu te dis, toi qui es dedans depuis 30 ans, en disant comment est-ce qu'on pourrait développer ça? Non, mais déjà on bénéficie de l'effet Netflix et succès de la Formule 1. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au sport automobile en général. Ça rejaillit un petit peu. Hein. On voit franchement les chiffres de fréquentation du championnat de France GT sont plutôt en augmentation. Il y a de plus en plus de spectateurs sur les courses. Donc voilà, non, je trouve que c'est assez bien géré. Et d'ailleurs, c'est pas pour envoyer des fleurs à SRO, mais je pense que ce qu'ils font cette année en championnat de France, en supprimant les équipages Silver et en privilégiant de nouveau du Pro-Am, c'est une excellente idée. Et ça, voilà, semi-professionnel, Pro-Am, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, pour le moment, j'ai l'impression que ça ne prend pas trop, mais je pense que ça, voilà, il faudra peut-être le temps que les gens se rendent compte de ce changement et que les gentlemen drivers qui traditionnellement en France payent pour le pilote pro se rendent compte de ce changement et reviennent. Du fait qu'ils pourront jouer la classe générale, etc. Parce que les vrais gentlemen drivers sont partis en fait du championnat de France. Preuve de l'importance aussi. Dans le sport auto, on a parfois les fans qui suivent en disant « Ouais, mais lui, c'est qu'un gentleman driver ». On oublie à quel point ils sont importants, finalement. Oh oui, sans gentleman driver… Ce sont souvent eux qui financent, clairement, les volants, en grande partie en tout cas. Moi, moi j'ai la chance d'avoir quand même quelques partenaires et quelques sponsors, mais je veux dire, je ne suis jamais capable d'amener un budget complet, normal pour ma partie de voiture. Donc, souvent, parce que tu es un bon pilote bronze, à ton âge notamment, tu es souvent associé à un autre bronze qui participe aussi. J'ai la chance d'être repassé bronze il y a 1 an parce que j'ai eu 50 ans. Et donc voilà, c'est un amateur, mais un amateur un peu éclairé, Stéphane. Et évidemment, moi j'aurai la chance de vous retrouver sur le championnat de France FFSA GT et le championnat de France FFSA Tourisme d'ailleurs tout au long de cette saison aussi. On va se croiser quelques fois encore. Stéphane, ça nous arrive sur une saison. On continue dans les questions. Il en reste 4. Vas-y. Comment je me vois dans 10 ans j'espère que j'aurai pas encore perdu trop de vitesse et que donc je roulerai encore. Alors peut-être que je ne roulerai plus qu'en Fun Cup et en historique, parce que je pense quand même que, pour le moment, j'ai vraiment pas l'impression d'aller moins vite qu'avant, même au contraire, je pense que je suis plus vite que jamais. Mais si ça se trouve, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ce sera plus le cas pour une raison physique. Mais bon, j'espère que je serai encore dans 10 ans, à 61 ans, suffisamment en forme pour me faire plaisir encore au volant. Je commence un peu à rouler en historique, là, je fais du Peter Auto en De Tomaso Pantera, et puis il y a la Fun Cup. J'ai toujours dit, quand je serai moins vite et quand j'arrêterai le sport automobile de relativement haut niveau, je roulerai toujours en Fun Cup parce que je trouve ça vraiment très amusant. Donc voilà, je me vois encore rouler. Pilote en tout cas. J'ai des équipiers qui ont plus de 60 ans en Fun Cup et ils roulent encore très bien, donc ça devrait aller. La passion continue, en tout cas du côté pilotage. Parfait. Question suivante, du coup, si vous nous suivez en podcast, si vous êtes en image sur YouTube, merci. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner. D'ailleurs, on compte sur vous. Si vous aimez, vous likez, vous abonnez. Vous connaissez le principe. Vas-y, Stéphane. Le plus compliqué dans la presse d'aujourd'hui, le plus compliqué dans la presse d'aujourd'hui, c'est de vendre des magazines. Parce qu'il y a un effet un peu boule de neige. L'effet presse-papier aujourd'hui. Donc toi, tu es un éditeur principalement de magazines papier. Oui. Est-ce que tu vois quand même, on dit les gens ne lisent plus, c'est vrai ? Alors, je pense qu'ils lisent. Évidemment, ça m'intéresse. Moi, je suis journaliste aussi. J'ai beaucoup écrit pour des magazines. Je pense que les gens lisent même peut-être plus qu'avant. D'accord. Parce qu'ils ont leur téléphone et qu'ils lisent sur leur téléphone. Mais effectivement, ils lisent de moins en moins de magazines. Donc c'est problématique. Avec la difficulté aussi d'un Internet, là on aborde de manière plus générale la presse peut-être automobile, mais pas que automobile, un Internet où les gens sont habitués à avoir du gratuit, où c'est plus difficile le business model à mettre en place ? Mais le business model en Belgique pour un site Internet, c'est catastrophique parce que, je vais essayer d'expliquer rapidement, faire autotrends.be, ça coûte plus cher que de faire autoplus.fr parce qu'on a le problème de la traduction. Parce qu'il faut de langue, oui. Mais on a un potentiel de lecteurs de 11 millions il y a 11 millions de Belges, il y a 70 millions de Français. On va dire que le potentiel de lecteurs, donc, il est 6 à 7 fois inférieur, mais ça coûte plus cher que de faire autoplus.fr. Et autoplus.fr, ils ont déjà du mal à rentabiliser leur site.
Donc comment voulez-vous qu'on rentabilise un site automobile en Belgique? Pour moi, c'est totalement impossible. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Mais c'est complexe en tout cas. Mais ceux qui nous disent, bah oui, mais enfin bon, arrêtez de faire des magazines papier, faites Internet. Bah oui, c'est bien de faire Internet, mais ça coûte une fortune par rapport au potentiel, au lecteur potentiel qu'on a. Donc c'est un énorme problème pour un petit pays comme la Belgique, vraiment. Pour moi, c'est un défi, la presse, de manière générale, mais la presse automobile aujourd'hui, c'est un défi en Belgique? Mais il n'y a pas que pour la presse automobile. Hein. L'exemple que je vous ai donné avec autotrends.be et autoplus.fr, c'est le même problème pour le soir.be par rapport au figaro.fr. Hein. C'est exactement le même problème, et encore pire, parce que le soir.be n'est qu'en français, donc la proportion est encore pire que ce que moi j'ai dit. Parce qu'un site automobile, nous, autotrends.be, on est dans les deux langues, mais le soir.be ou la DH, c'est une seule langue, donc le potentiel est encore plus petit, et donc la différence de revenus potentiels par rapport à un figaro.fr est gigantesque. Et donc, petit pays, dans un petit pays comme la Belgique, pour moi, c'est quasiment impossible de rentabiliser un site internet d'information. Voilà, l'un des défis, pensez-y, quand vous suivez la presse et que parfois je vois certains qui râlent sur les coûts d'un petit abonnement, etc. C'est l'un des gagnés. Il nous reste 2 questions. Je me réjouis de voir celle-là. Oh là 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 là. Vas-y. Si j'étais président de la FIA ou du RACB, je changerais. Bon, FIA ou RACB, c'est pas pareil hein, déjà. Alors, président du RACB, franchement, je vais céder la parole sur cette question à Olivier de Wilde. Qui écrit pour toi aujourd'hui. Voilà, ouais. Olivier a créé la section sport auto d'autotrends.be et donc lui, il a plein de bonnes idées là-dessus. Je suis généralement très d'accord avec lui. Ce qui ne fait évidemment pas plaisir au RACB parce qu'on sait qu'ils sont souvent en désaccord. Mais voilà, eh bien, si j'étais président du RACB, ce que je changerais, c'est que j'écouterais Olivier de Wilde. C'est pas mal, ça, il sera content. Ça va lui faire plaisir. Salut Olivier. Et si j'étais président de la FIA, eh bien, je serais peut-être un peu plus sympa avec les pilotes de F1 parce que franchement, Bin Sulayem, je trouve qu'il y va un peu fort. Et voilà, je pense que la Formule 1 existera après lui. Voilà. Et plus grande que lui, c'est aussi ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il nous reste une question. Oh, elle est pas mal pour terminer. Vas-y, je te laisse tirer. Et lire surtout. Oui, c'est pas mal pour finir. La plus grosse bêtise de ma vie. Bon, des bêtises, j'en ai faites, hein, dans le privé évidemment, mais enfin bon, là je vais rentrer dans des trucs un peu trop personnels, mais mes plus grosses bêtises de ma vie en sport automobile, alors là c'était magnifique. Jack Lecomte, l'Arbre Compétition, qui n'a pas la réputation d'être un type spécialement facile. Je fais une première course chez lui en Le Mans Series à Portimao avec une Saline GT1, j'adorais cette voiture, en 2010. Et du coup, je suis tellement bon à Portimao que je passe premier pilote, etc. Et il m'invite à rouler en Asian Le Mans Series quelques semaines ou mois après, aussi en Saline, à Okayama. Et là, je suis pilote de pointe sur cette voiture. Et il me fait faire le premier tour. Il me dit, on fait un check radio dans chaque virage. Oui, pas de problème. Et on fait le check radio. Et puis, j'étais tellement occupé à faire le check radio et pas bien réveillé avec le décalage horaire que je me suis mis dans les roues arrière dans un bac à gravier dans le premier tour, dans le tour de chauffe. Et j'ai fini la séance tirée par les commissaires pendant 1h30. Et donc on a perdu 1h30 d'essai qui nous aurait été bien utile puisqu'on connaissait, aucun pilote connaissait le circuit. Et là, j'ai vu ce que c'était un Jack Lecomte pas content parce qu'il m'a pourri tout le week-end. Il a été assez infect d'ailleurs. Depuis, on discute, il n'y a pas de problème, mais là, tout le week-end… Jack avait la réputation d'être un team manager très sévère. Dur, très dur, ouais. Très dur. Franchement, voilà, donc la plus grosse bêtise, bon, c'était pas une bêtise gigantesque, mais c'est celle qui m'a marqué parce que ça aurait pu partir pour une belle relation avec l'Arbre Compétition et Jack. C'était vraiment très bien parti. Il m'avait mis presque sur un piédestal après cette première course à Portimao. Et là, ça a tout cassé, quoi. Donc voilà, ça arrive. Ça a peut-être un jour qui a changé ta vie, mais pas de la bonne manière. Ouais, voilà. Bon, merci Stéphane. En tout cas, tu as répondu à toutes les questions de carte contrôle. Merci pour ça. C'est pas encore tout à fait fini, parce qu'il nous reste un tour d'honneur.
Voilà, donc tu pensais avoir gagné la course, mais je suis désolé pour toi. Et comme il y a le tour de formation au Koyama, il va y avoir un tour d'honneur ici. Petite question, une petite série de questions, une douzaine, du tac au tac. Le but c'est de répondre vraiment très très rapidement. T'es prêt? Starting block? Allez, je me concentre. Ouais, c'est pas trop compliqué. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, à part ma fille Victoire, mes dernières victoires en Asian Le Mans Series à Sepang, parce qu'il fallait le faire quand même. Celle-là, je suis fier. L'idole de ta jeunesse? Alain Prost. Mais depuis, j'aime autant Senna que Prost. Ce que tu ne peux pas supporter? Quelque chose que tu ne peux pas supporter? Quelque chose que je ne peux pas... Il y a un truc que je ne supporte pas, c'est que les gens ne me répondent pas au téléphone ou aux emails ou au WhatsApp alors qu'on insiste. Ça, c'est très insupportable. Un titre musical ou un artiste qui te motive ou qui t'inspire? Albert K, Whole Again. Vous ne connaissez pas, hein? Non. La plus belle discipline du sport auto? C'est marrant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire le rallycross. Parce que je trouve ça vraiment... ça me plairait bien de faire du rallycross. Je trouve qu'il y a à la fois la bagarre en peloton et à la fois la glisse, donc ça me plaît bien. Le meilleur équipier? Le meilleur équipier que tu aies eu, du coup? Meilleur équipier que j'ai eu, le meilleur pilote, Gian Maria Bruni. Le plus sympathique avec qui j'ai un bon souvenir, Wolfgang Haug. Ça date, hein. Ça date. Ton endroit préféré sur Terre? Mon endroit préféré sur Terre, soit au bord de ma piscine, soit dans une voiture de course. Tu dis toujours oui pour? Ok. Oui. Non, je dis toujours pour rester dans le sport auto, mais je pensais à autre chose, mais pour rester dans le sport auto, je dis toujours oui pour une course chez RF Corse. Ta voiture de route préférée? Ma voiture de route préférée, je vais partir en BM, donc voilà. Actuellement, dans les voitures qui sont vendues actuellement, j'aime beaucoup la Z4. Une personnalité que tu souhaiterais rencontrer? Elon Musk. Quand tu ne penses pas aux voitures, tu penses à quoi? Aux femmes. Non. Ça pourrait. À ta fille, c'est une femme qui est devenue. T'as répondu. Tes 3 plus grandes qualités? Ça alors là. C'est presque fini. On va dire travailleur, honnête et fidèle. La conclusion de cette interview, c'est toi qui l'écris. La conclusion de cette interview, mais c'est que j'ai dit des bêtises. on peut effacer. C'est trop tard, c'est enregistré, c'est le principe. Je vous rappelle que cette émission est enregistrée en conditions de direct. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été là, merci pour la bonne humeur, merci pour les anecdotes partagées, un parcours vraiment intéressant entre évidemment le journalisme, la presse écrite, le pilotage, le côté manager qui était un peu tombé dessus et puis surtout une énorme passion pour l'automobile au sens large et le sport automobile en particulier. Je crois qu'en fait c'est ça le mot de la fin. Oui, la oui, passion, non? Oui, la passion de dingue. C'est comme disait Stéphane de Groot, le sport automobile est une drogue et moi j'ai été sérieusement touché. Ne le dis pas, mais je pense que moi aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que cette chaîne s'appelle Le Coin des Passionnés, Tom Corner. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Et puis on fixe rendez-vous, bien sûr, sur cette chaîne bientôt pour d'autres vidéos avec d'autres invités ou d'autres aventures à vous raconter. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, vous partagez, vous likez. Et si vous nous écoutez en podcast, vous n'hésitez pas à nous laisser des messages aussi. Merci beaucoup Stéphane. Merci Thomas. À bientôt. Salut Bye à bye. tous.